Nous allons parler ce vendredi avec notre invité du tournoi UFOA B U17, les chances du Togo, le pays hôte. On parlera aussi du coronavirus. Zidane qui est à l'isolement après un contact avec une personne positive. En France, Karim Benzema sera jugé dans l'affaire du chantage à la sextape. Et puis la Coupe de la Ligue anglaise, City qui a fait plier United et rejoint Tottenham en finale. Voilà pour le menu. C'est avec Henri Akodo. Il est responsable du site afriqueexpress-sport.net. Bonsoir Henri. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous nos amis. Voilà, je le disais, on commence donc avec le tournoi UFOA B U17. Le Togo n'a pas raté son entrée dans le tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations U17 total dans la zone UFOA B. Il s'est imposé devant le Niger en match d'ouverture, 2 buts contre 1. Aux premières heures, le Togo, donc, qui rencontrait le Niger. C'est Henri Akodo fait un peu peur parce que le Niger avait ouvert le score. Heureusement, en seconde mi-temps, le Togo s'est rattrapé. Oui, le Togo s'est rattrapé en seconde période. Tout simplement parce qu'en première période, cette formation togolaise avait eu du mal à rentrer dans son match, un peu tétanisé par la pression. C'est c'est la première grande compétition pour ces jeunes joueurs. Et donc, c'était pas assez évident. C'était un peu tiré par les cheveux. Ils étaient en difficulté dans la conservation, dans la circulation de la balle. Il y avait énormément de déchets techniques. Ils ont eu à concéder ce premier but-là de la part des Nigériens, œuvre de ce joueur nigérien Abdoulaye Ousmane, qui a intercepté un centre après une mauvaise appréciation du gardien togolais. Et donc, le Nigérien a catapulté la balle dans les filets. En deuxième partie, l'entraîneur, le sélectionneur togolais Maurice Ntoudien a procédé à un réajustement de son équipe sur le plan tactique. Le Togo était parti sur un 4-4-2 en losange, mais en seconde période, il a réajusté son équipe en un 4-3-3 avec ses élites débordement qui étaient libres de pouvoir véritablement percuter sur les deux côtés. Et donc, le Togo a maîtrisé la rencontre en seconde partie. Ils ont eu à égaliser à travers Babouline Kolani, l'attaquant de pointe. Et en fin de partie, dans le temps additionnel, dans l'ultime minute de la partie, ce joueur Ourizoudine Pereira, auteur d'un match assez exceptionnel sur son côté gauche, parce qu'il était véritablement l'un des grands joueurs togolais le mardi dernier, de par sa vitesse, sa pointe de vitesse, ses courses effrénées, et il a décoché une frappe supersonique des 25 mètres. Il a trouvé la lucarne du gardien nigérien. C'était assez intéressant pour ce jeune joueur Ourizoudine Pereira, qui permet ainsi au Togo d'engranger ses premiers points dans ce tournoi qualificatif de la CAN Maroc U17 de la zone UFOA B. Véritablement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'au regard de la physionomie du match que le Togo a livré contre le Niger, on est rassuré en voyant ces jeunes jouer? En tout cas, la formation togolaise a une bonne assise défensive avec son capitaine qui est intraitable dans les duels aériens, dans les 1 contre 1 également. Au milieu du terrain, avec un jeune joueur comme Kola Maurice Melvin, le milieu relayeur qui occupe la pointe basse de ce milieu de terrain togolais. On a constaté véritablement que c'est un jeune joueur qui est bien bâti athlétiquement, qui a récupéré un nombre incalculable de ballons, qui a essayé de pouvoir aérer le jeu, orienter le jeu. Mais il faut également dire que sur le plan individuel, le Togo a de gros arguments, notamment Ourizoudine Pereira, le joueur dont je parlais tout à l'heure, le buteur, celui qui a marqué le deuxième but. Mais il ne faut pas occulter le fait qu'il y a des aspects à corriger dans cette équipe, notamment la maîtrise collective et tactique. On a constaté à un moment donné que, en première partie surtout, que le Togo était en difficulté sur la sortie de balle, surtout face à un pressing intense de la part nigérien. On n'arrivait pas à ressortir proprement le ballon. Donc, en seconde période, il y a eu quand même ce réajustement-là de la part du coach Maurice Ntoudien qui a permis à ces jeunes de pouvoir étaler tout leur talent. Donc, je pense que sur l'aspect des sorties de balle en premier mi-temps, on était assez frileux. Sur
véritablement, dans la construction du jeu également, c'était pas évident, mais il va falloir véritablement trouver la bonne formule, surtout essayer de combiner aux abords de la sphère de réparation, parce que nonobstant les individualités dont je viens de citer tout à l'heure, Balbouline, Kolani, Ourouzidjoun, Pereja, on a peu vu des combinaisons aux abords de la sphère de réparation nigérienne la fois dernière. Donc je pense que la réussite du Togo dans ce tournoi passe par la complémentarité, la complicité entre ces joueurs. Il va falloir que ces joueurs-là puissent combiner dans les petits espaces face à d'autres adversaires plus huppés peut-être que le Niger. Alors justement, quelle est la suite pour le Togo dans cette aventure? La suite, c'est tout à l'heure, à partir de 16h, stade de Kégué. Les éperviers vont livrer leur deuxième rencontre face aux écureuils U17. Les écureuils qui ont essuyé une cuisante défaite face au Burkina Faso. 5-1. Oui, effectivement, lors de leur première rencontre. C'est jouable pour le Togo. C'est jouable pour le Togo, même si la bande à Urbain Onfo, le sélectionneur national des écureuils U17, aura véritablement envie de pouvoir renverser la tendance. Ils sont partis sur une spirale négative dans ce derby fratricide face aux éperviers U17. Ils voudront certainement relever la tête, et donc il va falloir, côté togolais également, être concentré, être véritablement méticuleux sur les détails, être en place tactiquement, ne pas tomber dans l'euphorie, parce que véritablement le match va se jouer sur le rectangle vert. Il va falloir être concentré du début jusqu'à la fin pour espérer décrocher une victoire qui sera synonyme d'une qualification pour les demi-finales de cette compétition. Il faut rappeler rapidement que la CAN U17 va se dérouler au Maroc en mars prochain, et donc les deux pays qui vont disputer la finale de ces qualificatifs ici, dans ce tournoi de la zone UFOA B, verront cette compétition. Donc le Togo, l'objectif, c'est clair aujourd'hui, c'est d'arriver à décrocher l'une des places qualificatives pour la finale, pour véritablement se retrouver au Maroc en mars prochain. Donc on peut espérer, en tout cas se dire que le Togo a des chances de pouvoir participer à cette CAN. Quand on voit un peu le match des quarts d'or, c'est-à-dire on regarde un peu dans l'autre poule, la poule B, où on retrouve le Nigeria et la Côte d'Ivoire qui ont livré un match la fois dernière, une victoire de la Côte d'Ivoire 1-0 face au Nigeria. Le Ghana n'est pas encore rentré en compétition. Le Ghana jouera demain, puisque dans cette poule, on n'a que 3 équipes. Le Ghana livrera son match face au Nigeria. Quand on regarde un peu la performance du Nigeria et de la Côte d'Ivoire lors du match de la poule B, on se rend compte que ces cadors de cette catégorie ne sont pas véritablement dans leur forme habituelle. Et donc, à ce niveau-là, le Togo a sa carte à jouer. Il va falloir véritablement être concentré, être motivé, requinqué jusqu'au bout, afin de décrocher cette qualification qui sera historique, puisque quand on regarde un peu l'histoire de la sélection nationale U17 du Togo, la seule participation du Togo à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations reste celle de 2007, organisée ici. Le Togo n'a pas joué les qualifications. Le Togo a obtenu son ticket grâce à son titre de pays organisateur. Et derrière, le Togo a eu à jouer cette Coupe du Monde-là en Corée du Sud, éliminé au premier tour. Et donc, si ces jeunes joueurs arrivent aujourd'hui à décrocher cette qualification, ce sera une première qualification pour le Togo. En tout cas, après une compétition une telle compétition dans cette catégorie. Au regard du schéma que présente aujourd'hui la poule du Togo, est-ce qu'il faut impérativement une victoire, un nul? En tout cas, je sais qu'on aime les calculs au Togo. Un nul suffirait, une victoire suffirait? En tout cas, après la première journée dans la poule A, où on retrouve le Burkina Faso premier dans cette poule avec 3 points, goal d'average plus 4. Le Togo arrive en deuxième position avec 3 points, goal d'average plus 1. On retrouve le Niger en 3e position, 0 pointé, avec un goal d'average moins 1. Et le Bénin vient en dernière position, 0 pointé, avec un goal d'average moins 4. Donc à ce niveau, le Togo, face au Bénin cet après-midi, a besoin impérativement d'une victoire pour se qualifier avant un 3e match dans cette poule face au Burkina Faso. Donc si le Togo bat le Bénin aujourd'hui, le Togo obtiendra sa qualification nonobstant la prochaine rencontre face au Niger, alors que le Bénin sera tout simplement éliminé. Donc les calculs sont clairs aujourd'hui. Le Togo a besoin d'une victoire pour voir les demi-finales de la compétition. C'est bien, donc un bon supporter, on dit quoi? Allez, les éperviers.
Deuxième sujet, nous parlons du coronavirus et Zidane qui est à l'isolement après un contact avec une personne positive. Quelques jours en quarantaine pour Zinedine Zidane avant qu'il ne soit fixé sur son éventuelle contamination. L'entraîneur du Real Madrid s'est placé à l'isolement après un contact avec une personne positive au Covid-19. C'est ce qu'on a appris jeudi de sources proches du club confirmant des informations des médias espagnols. Il est à l'isolement, c'est ce que la source a déclaré. Il a donné un résultat négatif à un test antigénique ce matin. Est-ce qu'il y a des... Bon, Zidane, il est athlétique, hein, il n'y a pas trop de crainte pour lui. Effectivement, il n'y a pas trop de crainte pour lui. Certainement, si le nouveau test qu'il va passer se révélait positif, certainement qu'il serait asymptomatique, puisque c'est un athlète hors pair qui, au-delà du fait qu'il ne pratique plus, il n'est plus véritablement joueur aujourd'hui. Il pratique toujours ce sport-là parce qu'il participe aux séances d'entraînement avec ses poulains. Et donc, à ce niveau, il n'y a pas de doute. Maintenant, si d'aventure, les tests qu'il va passer au cours de cette journée confirmait sa positivité à la Covid-19, ça voudrait dire qu'il va rater la prochaine rencontre que le Real Madrid va livrer face à Osasuna en Liga espagnole le samedi prochain, c'est-à-dire demain. Et donc, est-ce que cela aura une incidence sur les performances de son équipe quand on sait que c'est quelqu'un qui a cette capacité à pouvoir requinquer ses joueurs, à pouvoir véritablement leur mettre dans de très bonnes dispositions de par son discours? Est-ce que son probable absence sur le banc du Real Madrid aura une incidence réelle sur la performance de son équipe? Voilà un peu la grosse interrogation. Mais au-delà de tout, je pense que cette équipe, elle est bâtie pour gagner des matchs, elle est bâtie pour gagner des compétitions. Le Real est dans une dynamique positive aujourd'hui, après avoir enchaîné 4 victoires en 5 matchs, alors qu'il y avait la crise en temps avant, il y a quelques mois. Et donc, comme toujours, le football, comme le dit un ex-international français, Jocelyn Angloma, le football repose sur des équilibres fragiles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a comme l'impression que rien ne va, mais le sursaut d'orgueil et la capacité à se remettre en cause peut vous apporter ce ouf de soulagement là. C'est ce qu'on constate aujourd'hui avec cette formation du Real Madrid qui est deuxième au classement de la Liga derrière l'Atlético Madrid qui est dans une forme olympique. Donc je pense que même si Zinedine Zidane arrivait à manquer la prochaine rencontre de sa formation sur le banc, n'aura pas forcément une conséquence terrible sur les performances de l'équipe. Alors son isolement l'a quand même déjà fait rater une séance d'entraînement hier. Effectivement, il a raté une séance d'entraînement hier au centre Cuidad, le centre d'entraînement du Real Madrid. C'est quand même une attitude responsable de la part du francilien, l'ancien champion du monde et champion d'Europe avec la France, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid en 2002 avec ce but exceptionnel qu'il a marqué à Gelsenkirchen face au Bayer Leverkusen à l'époque, triple vainqueur de la Champions League de manière consécutive avec le Real Madrid. C'est quand même un entraîneur qui aujourd'hui marque le football moderne de son empreinte. Et donc, je pense que le fait d'avoir raté cet entraînement n'aura pas forcément une incidence sur ces joueurs parce que, véritablement, les joueurs du Real Madrid, ce ne sont pas des gamins de Guillaume. Ils savent ce qu'ils doivent faire pour pouvoir remporter une prochaine rencontre de la Liga face à Osasuna. Alors, moi, je me suis quand même posé des questions quand j'ai lu l'information selon laquelle Zidane a été en contact avec une personne déclarée positive. On a vu quand même tout ce qui a été mis autour des joueurs. Oui, alors comment c'est arrivé? Effectivement, c'est un peu la grosse interrogation aujourd'hui. Au début de cette pandémie, au début des nouvelles dispositions qui ont été prises par la FIFA et les différentes ligues professionnelles de football, on a constaté qu'il y avait véritablement une sorte de bulle sanitaire qui était mis qui entourait les équipes pour éviter, pour amenuiser un peu l'effet du coronavirus sur ces équipes. Mais on constate qu'il y a un peu de relâchement. Ce qu'il faut préciser ici également, c'est que c'est quand même compliqué
de pouvoir sauver les joueurs de leur famille, même s'ils sont en compétition. C'est quand même compliqué de pouvoir sauver ces joueurs, de pouvoir retrouver leur famille après les matchs. Donc, ce sont des imperfections de ce dispositif-là mis en place par les différentes ligues professionnelles de football. Vivement que cette pandémie n'arrive pas à pouvoir contaminer la plupart de ces joueurs, parce que le protocole il est clair. Si vous ne disposez pas de moins de 15 joueurs dans votre effectif pour livrer une rencontre, vous êtes battu sur tapis vert. Donc, si cela arrivait, ce serait vraiment dramatique pour certains clubs. C'est une grosse écurie européenne qui veulent toujours remporter des compétitions. Troisième sujet, on va du côté de la France maintenant. Le footballeur international Karim Benzema sera jugé par un tribunal correctionnel dans l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena. C'était en 2015. Et pour tentative de chantage, répudié chez les Bleus, adulé en Espagne, l'attaquant star Karim Benzema enchaîne les buts et les titres au Real, mais est mal aimé en France, où son image de mauvais garçon renforcée par l'affaire de la sextape l'a écarté de la sélection. Le fait aujourd'hui qu'on arrive au niveau où Karim Benzema sera renvoyé en jugement, ça veut dire on a bouclé la phase des investigations sur cette affaire et on a des faisceaux qui indiquent que Benzema a certainement dû avoir une part de responsabilité dans cette affaire. Oui, clairement, parce qu'il faut rappeler qu'il a été mis en examen depuis, qu'il a été mis en garde à vue plutôt, depuis 2015. Et donc, derrière, le dossier a évolué. Sur la base des éléments de preuve factuelle, on a évolué sur le dossier. Le procureur a tout fait pour pouvoir véritablement le mettre en examen. Et on a constaté ces derniers mois que l'affaire était, du moins, ne prenait pas la tournure qu'on attendait dès le départ. C'est-à-dire que dès le départ, on pensait qu'il devait être jugé. Mais on a constaté qu'en temps, le procureur s'est ravisé. Mais finalement, sur la base d'autres éléments qui ont été versés au dossier, il vient d'être mis en examen par le procureur. Donc je pense qu'il sera envoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles pour pouvoir répondre de ces actes. Ce qu'on peut souligner ici dans cette affaire, c'est que au-delà du fait qu'il se défend en disant qu'il est mal aimé en France, c'est qu'il y a des faits qui aujourd'hui sont têtus, c'est-à-dire que l'existence de cette vidéo de chantage, elle n'est plus approuvée aujourd'hui. Il y a également l'amitié que Benzema noue avec ses autres amis qui sont supposés être les maîtres chanteurs de Mathieu Valbuena, également n'est plus approuvé. Donc il y a une sorte de lien direct entre Benzema et ses amis et véritablement l'affaire de la sextape qui lie Mathieu Valbuena. Donc c'est à juste titre que le tribunal correctionnel de Versailles aura véritablement envie de pouvoir écouter Benzema suffisamment dans cette affaire. Alors, lui-même, après la décision donc de renvoi en correctionnel, a réagi sur son compte Twitter. Il a écrit « Allez bon, c'est pour quand la mascarade ?» Ça veut dire qu'il ne se reconnaît toujours pas dans ce dont on l'accuse. Effectivement, c'est de bonne guerre. En tout cas, quand on écoute un peu son avocat, Maître Sylvain Cormier, il dit que c'est un acharnement contre son client et que Karim Benzema est innocent dans cette affaire. L'autre l'avocat de Mathieu Valbuena, maître Paul Albert Irwin, dit que son client c'est la victime dans cette affaire depuis le début et que pour eux, leur intérêt, c'est que la vérité soit faite, la lumière soit faite sur cette affaire. Maintenant, Karim Benzema, lorsqu'il ironise en disant à quand la fin de cette mascarade, moi, ça me fait sourire un peu parce que quand vous suivez un peu de près cette affaire, je parlais tout à l'heure de ces éléments qui ne sont pas réfutables aujourd'hui, c'est-à-dire l'amitié qu'il lie Benzema et Valbuena, l'amitié qui lie Benzema et les chanteurs. Ouais. Donc, ce sont des éléments qui tourmentent un peu, c'est-à-dire que
qui tourmente un peu. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas se taire sur cette affaire. On peut pas dire que Benzema, il est clean dans cette affaire. Il va falloir que l'affaire puisse suivre son cours afin que véritablement la lumière soit faite. Est-ce qu'on peut lier aussi le fait qu'il ne soit plus convoqué chez les Bleus à cette affaire? En tout cas, dès le départ, c'était clair pour les autorités du football françaises, et notamment Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, et le sélectionneur national Didier Deschamps. Noël Le Graët qui a donné des injonctions claires à Didier Deschamps de ne plus sélectionner Karim Benzema, parce que cette affaire peut écorner un peu l'image de l'équipe de France, parce que il faut rappeler que Karim Benzema et Mathieu Valbuena étaient des anciens internationaux français. Ils ont disputé ensemble l'Euro 2012 et c'est là où est partie cette affaire. Et donc, le fait de pouvoir rappeler encore une fois Karim Benzema en sélection va à l'encontre de l'éthique et du règlement intérieur de l'équipe de France. Donc, c'est à ce niveau-là que le sélectionneur national a pris la décision de ne plus le convoquer. Maintenant, lorsqu'il parle, est-ce qu'on peut lier le fait qu'il n'est plus appelé en sélection à cette affaire? Je ne pense pas que c'est le cas, parce que il faut faire la part des choses. À l'interne, sur le plan disciplinaire, il a été sanctionné par la Fédération française de football. Maintenant, sur le plan pénal, c'est la justice française qui s'en charge. Il y a un distinguo clair qui se dégage entre la procédure disciplinaire au niveau de la fédération et la procédure pénale au niveau de la justice. Parce que l'équipe de France n'est pas forcément liée à la justice française. Alors, on va rappeler, peut-être avant de quitter le dossier, l'affaire dont on parle, c'est une affaire de sextape de Mathieu Valbuena, qui a été filmée, dont la vidéo s'est retrouvée chez des gens qui sont des amis de Karim Benzema. Et donc, ces gens ont fait du chantage à Mathieu Valbuena. Karim Benzema a essayé de convaincre Valbuena de leur payer. C'est tout? Effectivement, c'est tout. Vous avez bien peint le tableau. Ce qui intrigue dans cette affaire, c'est cette intermédiation de Karim Benzema entre Mathieu Valbuena et ses maîtres chanteurs. Cette intermédiation prête à confusion, parce que s'il incitait Mathieu Valbuena a payé cette somme à ses maîtres chanteurs, alors qu'il est ami à ses maîtres chanteurs, ça voudrait dire que à un niveau donné, il y a une sorte de complicité qui se lie. Et donc, les chefs d'accusation qui pèsent contre lui aujourd'hui sont clairs. Complicité de chantage à l'encontre de Mathieu Valbuena. Et il encourt au moins 5 ans de prison ferme et 75 000 € d'amende. Vivement que la lumière soit faite dans les prochains jours dans cette affaire. Ce ne sera pas évident pour Karim Benzema, parce que il a des challenges qui l'attendent, notamment les matchs de la Liga espagnole, mais également la Champions League qui va arriver très vite en février. Est-ce que cela ne va pas véritablement le mettre en difficulté sur le plan moral? Voilà un peu l'autre interrogation. Dernier sujet, la Coupe de la Ligue anglaise. Manchester City a réalisé une deuxième performance de haut vol en 3 jours, mercredi soir, en s'imposant en demi-finale de la Coupe de la Ligue sur le terrain de son voisin Manchester United, 2-0, après s'être relancé dans la course au titre en Première Ligue dimanche à Chelsea, 3-1. Les Citizens ont aisément validé leur ticket pour la finale de la Coupe de la Ligue, prévue le 25 avril à Wembley. City très fort cette année, c'est ça? Pas vraiment. City est un peu en dilettante actuellement. C'est un peu trop intermittent, avec de très bonnes performances par-ci, avec de contre-performances par-là. Mais il faut préciser qu'il reste sur une deuxième victoire consécutive. Après la belle victoire face à Chelsea, 3-1 en Première Ligue anglaise. Ils enchaînent en semaine face à Manchester United, cette fois-ci en demi-finale de la Carabao Cup. Cette formation Citizens essaie, tant bien que mal, au-delà de ces difficultés, au-delà de ces absents, au-delà de ces joueurs blessés, de pouvoir ressortir la tête de l'eau. C'est de bon augure pour Pep Guardiola et sa bande, qui véritablement aujourd'hui ne sont pas
dans le quatuor de tête au niveau du classement de la première ligue anglaise, mais ces belles performances sur ces dernières sorties sont quand même augurent quand même de très bonnes choses pour cette formation qui a battu Manchester United la fois dernière par 2-0, but de Fernandinho et de Stones. Pep Guardiola dit que je sais que la Coupe de la Ligue n'est pas la Ligue des Champions, mais 4 finales d'affilée, c'est fantastique. 4 finales d'affilée, c'est fantastique. C'est quand même une sacrée performance. C'est un record en tout cas. City qui est le tenant de titre, il faut le rappeler, et qui va croiser en finale Tottenham. Ce sera véritablement un duel, un choc, une opposition de style entre une équipe Citizens, il faut encore le rappeler, qui est amoureuse du beau jeu, une équipe qui veut toujours jouer vers l'avant avec des joueurs qui vont très vite, de très belles individualités, Raheem Sterling, avec un jeu bien coordonné, ce souci de pouvoir conserver au maximum le ballon et de user l'adversaire. Et de l'autre côté, Tottenham, qui, avec son entraîneur aujourd'hui, José Mourinho, pratique un jeu direct, tourné vers l'avant, ce jeu de transition où, en 3 passes, on retrouve les joueurs de la ligne offensive. Le tandem très efficace, très clinique ces derniers temps. Gminson et Harry Kane, ça promet en tout cas pour cette finale de la Carabao Cup le 25 avril prochain à Wembley. Henri Akodo, merci. C'est moi. La pause, et puis juste derrière, regard croisé.